Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation du Tour de la Provence. On va revenir sur le parcours de cette édition qui va durer 3 jours et puis on parlera également de la liste de départ ou encore de mes favoris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quels coureurs vous allez suivre sur cette épreuve. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. On commence tout de suite avec ce Tour de la Provence. Alors ce Tour de la Provence qui a connu une heure de gloire quand même, le Tour de la Provence. Mais c'était avec l'ancien organisateur, où oui, on a eu des grands vainqueurs. Je pense à Thomas Voeckler. Notamment, on avait des listes de départ assez importantes. Et puis, on avait également des parcours qui étaient difficiles. C'était des parcours où souvent, et on a vu notamment le Mont Ventoux, le Chalet Renard à l'époque, on était sur des parcours qui étaient difficiles, donc qui intéressaient forcément les grosses équipes et les grimpeurs. Je pense notamment à l'année de Quintana, l'année de Sosa, même aussi, qui se sont imposés sur cette épreuve. C'est un petit peu différent aujourd'hui, déjà parce que ce n'est plus le même organisateur. En fin 2022, début 2023, l'organisateur avait fait faillite. Notamment, il avait été attaqué en justice. Je ne sais même pas si on en est de cette affaire. Il avait été attaqué en justice par Marion Rousse, qui était à l'époque porte-parole de cette course, qui faisait partie de l'organisation de cette épreuve. Et ça a changé un petit peu la manière de faire de la course. Il y a moins de moyens aujourd'hui, le parcours est plus destiné aux grimpeurs, il faut bien le dire. Ça ne veut pas dire que le parcours n'est pas inintéressant, mais c'est vrai que pour les grands leaders des courses par étapes, c'est pas l'endroit où il faut aller. C'est pas le lieu où il faut aller. Il y a des courses qui sont bien meilleures dans ce registre-là. Et puis, moi, c'est toujours une course que j'ai trouvée mal organisée. Donc, c'est pour ça que je suis inquiet, parce qu'on a déjà eu l'Étoile de Bessèges, le Tour de la Provence. On a souvent eu des problèmes d'organisation et notamment de signalisation des dangers. Il faut savoir que dans la région, dans la Provence, dans tout le sud, dans toute la région PACA en gros, vous avez énormément de grosses villes qui s'enchaînent les unes aux autres. C'est des coins qui sont extrêmement urbanisés. C'est-à-dire que comme c'est urbanisé, il y a beaucoup de routes, mais il y a beaucoup de dangers. Ça veut dire qu'il y a des dodanes, c'est-à-dire qu'on a également des ronds-points, des intersections, du terre-plein central, mais également des couloirs de bus. Et notamment les bordures de couloirs de bus sont extrêmement dangereuses. Et en plus, parfois, les organisateurs avaient tendance à faire compliqué, alors qu'on pouvait faire plus simple pour créer presque du danger. Et ça, c'était pas forcément très intelligent de leur part. Donc, on verra ça cette année. On regardera ça attentivement du côté de ce Tour de la Provence, parce que l'an dernier, par exemple, le final d'une des étapes avait été neutralisé parce qu'il pleuvait, mais en gros, même sur le sec, ça ne serait pas passé. Donc j'espère que ça sera mieux en termes d'organisation pour cette édition 2025, parce qu'on a déjà connu des situations chaotiques depuis le début d'année avec les organisateurs. Que dire d'autre sur cette épreuve ? Elle va convenir quand même extrêmement bien aux sprinters. On n'a quand même pas un mauvais plateau du côté des sprinters. Du côté des grimpeurs, là c'est vrai que c'est un petit peu plus calme, mais ça peut convenir à des coureurs, des bons rouleurs, à des coureurs offensifs, cette course-là, parce qu'il y a quand même de quoi faire. Sur ces 3 jours de compétition, c'est plus que 3 jours. L'an dernier, c'était 4 jours. Il y avait un prologue le premier jour du côté de Marseille. Et puis ensuite, on avait eu 3 étapes. Cette année, on a enlevé le prologue, ce qui est toujours dommageable, parce que moi, je trouve que c'est un exercice qui est toujours très intéressant, le prologue. Ils ont décidé de faire autrement. Mais c'est un exercice qu'on n'a plus l'habitude d'avoir. Maintenant, il n'y a plus que le Tour de Romandie, quasiment, on a un prologue assuré chaque année. Alors que c'est un exercice particulier où souvent il y a du spectacle et souvent il y a des surprises sur les prologues. Donc moi je prône le retour du prologue, je prône le retour des contre-la-montre bien plus longs, mais aussi des prologues qui ont aujourd'hui bien disparu du côté du calendrier cycliste. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette édition.
Parcours qui va donc se décomposer en 3 journées. La première étape partira de Marseille. Elle ira du côté de Saint-Victorin, donc on sera toujours dans les Bouches-du-Rhône, proche de la mer, du côté de cette étape, avec une journée qui commencera avec le col de la Gineste pour quitter Marseille, puis le Padoulier, et enfin le col de l'Espigoulier, 11 km à 5% de moyenne. Alors pendant toute cette semaine, certes, on a pas mal de difficultés, on est sur des parcours où on va être rarement, à part l'étape de Arles, mais sur les 2 premières journées, on va être sur du 2005, 3000 mètres de dénivelé positif, mais il n'y a pas vraiment de gros pourcentage. Donc c'est pour ça que je dis que ça convient plutôt aux sprinteurs qui passent les bosses, parce qu'en gros, ça manque un peu de pourcentage. Ça ressemble un peu à Palma de Majorque. Vous savez, les journées compliquées de Palma de Majorque, c'est un peu l'idée de cette épreuve. Ensuite, un petit peu d'accalmie après le col de l'Espigoulier et cette première heure 20 h 30 de course qui aura été assez dure. On aura la côte de Mazougue, 5 km 1, 5,3 de moyenne, et puis un enchaînement de petites bosses aux alentours entre le kilomètre 110 et le kilomètre 130. Et puis ensuite, on redescendra vers Saint-Victorin, avec notamment un sprint intermédiaire qui sera assez proche de l'arrivée. On sera à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Il faudra faire attention dans le final, hein, vous voyez, c'est indiqué là sur le profil. Dangerous section, fin de descente, tunnel et 4 virages à 90 degrés. Et ça, c'est dans les 10 derniers kilomètres, donc il faudra faire attention à ça. J'ai regardé, le roadbook de la course. On n'a pas les finales. On n'a pas les 10 derniers kilomètres de chaque étape. Donc en gros, il y a un roadbook. Vous savez juste qu'il y a au moins 1 kilomètre de ligne droite à chaque fois. Mais c'est les seules infos que vous avez. Les roadbooks ne sont pas très bien faits. Donc voilà, il faudra faire attention avec ces 4 virages à 90 degrés. Et enfin le final après 170 km de course dans les Bouches-du-Rhône. On poursuit avec le deuxième journée entre Fort-Calquier et Manosque. Là on sera un petit peu plus au nord, là on était proche de la mer, là on remonte un petit peu dans les terres, toujours dans les Bouches-du-Rhône, avec une journée de 168 km, plus plate. En gros, c'est plus plat, même s'il y a une côte de première catégorie, qui je trouve est pas... Enfin, je comprends pas pourquoi les premières catégories alors que l'Espigoulier est deuxième catégorie, mais bon. Ça, ce sont les organisateurs. Une étape qui conviendra pas mal aux sprinteurs, notamment avec le col de l'Air d'El Masco, mais qui est encore à plus de 20 km de l'arrivée. Et un final à Manosque où ça sera un sprint en bosse, 1 km 1 à 3,9 de moyenne. Pour finir du côté de Manosque, c'est pas une grosse montée, mais voilà, c'est un sprint en bosse, donc toujours particulier. On passera vers Saint-Michel, l'Observatoire, du côté de cette deuxième journée. Et puis le troisième jour, c'est la journée la plus facile, autour de Arles. On aura notamment un circuit autour de Arles. On parle de Rognac en passant par Miranas. Et puis ensuite, on passe à Arles avec une ligne droite finale de 700 mètres. Voilà, le Sambuc, l'étang de Vacarès, assez joli, hein, même si c'est à peu près le même parcours que l'an dernier, parce que c'était autour d'un lac et c'était très très joli, avec du vent, mais c'était très joli. Alors normalement cette année, il devrait y avoir un petit peu moins de vent du côté de cette épreuve. Eh bien, on regarde, tiens, la météo, parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, je vous ai un petit peu spoilé du côté de la météo. Eh bien, il fera beau pendant toute la semaine, normalement ça sera plutôt ensoleillé, il y aura peut-être quelques nuages samedi, mais qui ne devraient pas amener de pluie, selon la chaîne météo. Par contre, il faudra faire très attention au vent vendredi, qui sera extrêmement fort, hein. On nous annonce des pointes à 70-80 km/h, il faudra même voir si l'étape pourra vraiment se tenir avec ces conditions de vent là, et il faudra faire donc attention encore plus dans cette fameuse descente avec ces virages, parce que avec 70-80 km/h de vent, avec les jantes hautes qu'utilisent régulièrement les cyclistes, parce qu'elles ne sont pas interdites, il n'y a pas de protocole vent aujourd'hui dans le cyclisme, il faudrait qu'il y ait un protocole vent de la part de l'UCI pour interdire à ce que les coureurs utilisent des jantes hautes sur ce type d'étape. Eh bien, ces jantes hautes, elles ont énormément de prise au vent et ça peut faire des catastrophes, donc il faudra faire très attention. Déjà qu'on a eu des chutes assez importantes quand même sur l'étoile, enfin sur le Grand Prix La Marseillaise, comme trop souvent sur la descente de la route des Crêtes. Moi, je comprends pas qu'on ne la prenne pas à l'inverse, la route des Crêtes, parce que chaque année, quand on la prend dans ce sens-là, dans la descente, comme il y a beaucoup de pentes, on a des chutes et des chutes assez sévères.
Là aussi, hein, souci d'organisation peut-être. C'est beau la route des crêtes, mais la descente elle est dangereuse. Et est-ce qu'on pourrait peut-être pas faire autrement? C'est des questions qu'on peut se poser. Après, c'est peut-être les coureurs qui prennent trop de risques hein, sur cette descente-là aussi. Mais c'est des questions qu'on peut se poser. Donc temps plutôt ensoleillé. Faire attention au vent, et puis la température entre 10 et 15 degrés, donc des températures de saison, j'ai envie de dire, dans cette région-là de France. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. Alors épreuve qui a démarré donc en 2016, victoire à ce moment-là de Thomas Voeckler, qui est désormais porte-parole de la course. Il s'était imposé devant Piotr Vakoch, qui a pris sa retraite, et Vivian Calmejane. Parmi les vainqueurs, Rohan Denys, Alexandre Geniez. Leur point commun, c'est d'être violents avec leurs compagnes. Gorka Izagirre en 2019, Nero Quintana en 2020 et 2022, Ivan Sosa en 2021 et 2024, Mats Pedersen. Pourquoi je dis Alexandre Geniez et Rohan Denys? Parce que les deux ont été condamnés hein, par la justice. Un pour violence, l'autre pour... dans le cas de Rohan Denys, je ne sais pas où en est l'affaire. Il avait avoué, hein, normalement, avoir tué sa femme, mais je ne sais pas où en était l'affaire depuis. Parce qu'on a plutôt essayé de faire de la cancel culture hein, avec Rohan Denys. Et l'an dernier, donc, victoire de Pedersen avec ce format-là, hein, ce nouveau format de course devant Axel Zinglet et Raúl García Pierna. Donc vous voyez plutôt avantage aux sprinteurs qui passent les bosses du côté du parcours de cette épreuve. On regarde tout de suite la liste de départ de cette course. Hop là, faut pas que je me mélange dans les pinceaux. Voilà la liste de départ de cette épreuve. Eh bien, Mats Pedersen essayera de doubler la mise avec une belle équipe en départ, notamment Krag Andersen hein, qui a rejoint cette formation. On aura également Bauke Mollema, Ryan Gibbons. Donc autant vous dire que pour les sprints, il aura du monde pour l'épauler, Mats Pedersen. Du côté de la Groupama FDJ, Paul Penouet sera là au départ, lui qui a été sur l'étoile de Bessèges avec Clément Russo. Équipe assez jeune, avec notamment Titouan Fontaine et Oscar Nilsson Julien, qui sont dans l'équipe de développement et pas dans l'équipe 1. Voilà, les deux, Titouan Fontaine aussi, je vérifie. Oui, qui sont toujours dans l'équipe de développement. Voilà, donc ça leur fera une première grosse expérience dans une épreuve un petit peu professionnelle avec un peu plus de monde, même si le Tour de la Provence n'est pas forcément la course avec la meilleure liste de départ. La Bahrain Victorious vient avec Mohoric et Fred Wright du côté de cette équipe. Du côté de la Décathlon, on vient avec Sam Bennett, Pierre Gauthera, hein, donc on aura une belle équipe pour lancer les sprints. Et puis Oscar Chamberlain sera également là avec Dries de Bondt. Tiens, Dries de Bondt, ça pourrait être un coureur intéressant pour la victoire finale. Du côté de la UF Education et Zipost, Marine Vandenberg sera là avec Darren Rafferty, Cepeda aussi. Du côté de la Cofidis, Agniolkowski avec Alexis Renard pour le lancer. Et puis on aura Valentin Ferron qui a été performant sur le Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise. Du côté d'Arkea, on part avec Evan Kostua avec Raúl García Pierna ou encore Lorenz Heuss du côté d'Israël. Pascal Ackermann au départ, le sprinter allemand, avec Mathis Louvel, le français, Guillaume Boivin, Pickrell. Donc on sera là à 100% pour Ackermann. Et pourquoi pas Jack Stewart si Ackermann n'arrive pas à passer les bosses. Mathieu Burgodeau, lui, sera leader du côté de la team Total Energy avec Sandy Dujardin. Il y aura également Samuel Leroux dans cette équipe. La Wagner Bazin part avec Kenneth Vandroy, Renard Aquin, hein, Henri-François Renard Aquin, et puis Yele Vermotte notamment. Et il y aura Marco Tiza également dans cette formation. La Unibet part avec Lukas Kubis, le coureur slovaque, je crois. Slovaque, j'ai toujours un doute avec Kubis. Et puis on aura également Stockman. Kubis, c'est slovaque. Voilà. J'ai toujours un doute entre les deux pays. La Novo Nordisk, tiens, ça viendra avec Kopecki, Luka Doge et Anton Muller. Il y aura également Lozano et Perron du côté de l'équipe américaine, et puis les équipes Conti françaises. La Saint-Michel, préférence Home, Aubert 93 avec Lucas Beneteau, Romain Cardis ou encore Jérémy Le Cros plutôt, Van Driesel avec Emmanuel Morin et Wright Herm. Et puis on aura la CIC Unant Atlantique avec Antoine Hu.
et Yael Joalan, et puis de la Nice Métropole Côte d'Azur avec Jaakko Hänninen, ou encore Damien Girard, ou le Maltais Andrea Mistud et Alexander Koninge, également dans cette équipe en cas de sprint, parce que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. On regarde tout de suite la stratégie sur cette semaine de compétition. Eh bien, pour les non-sprinteurs, il faudra essayer de les sortir de la roue, ces sprinteurs, parce que le parcours n'est pas est dur, mais manque de pourcentage. Donc les sprinteurs, notamment des Pedersen, peuvent être en capacité de passer. Donc si on veut éviter de se retrouver avec Pedersen dans sa finale, il va falloir faire la différence auparavant. Et il faudra essayer de lâcher ces coureurs-là, surtout qu'ils vont commencer à avoir une petite forme, parce qu'on arrive à rentrer dans le mois de mars. Et le mois de mars, c'est le moment des classiques flandriennes. Du côté de mes favoris, j'ai mis Pedersen, parce que en termes de sprint, c'est quand même une valeur sûre, Mats Pedersen. Alors même s'il n'arrive pas dans les mêmes conditions que l'an dernier, où il avait fait l'étoile de Bessèges en intégralité, ce qui là n'a pas été le cas. Mats Pedersen, on aura Marijn van den Berg, le néerlandais qui a montré qu'il était en grande forme en ce début de saison. Et puis Fred White, que je regarderai, Fred White, parce qu'il a le profil pour être efficace sur ce type de parcours. Même si c'est fait que Fred White est quand même décevant depuis de nombreuses années. À suivre, Mohoric, aussi, qui a été décevant l'an dernier, je pense qu'il a envie de repartir sur des bonnes bases. Et puis Cepeda, le coureur de l'AEF, et Sam Bennett, l'Irlandais, toujours rapide au sprint. Du côté des horaires, alors vendredi et samedi, la diffusion télé commencera à 14h30. Sur HBO Max, je pense que c'est aussi disponible sur France 3 PACA. Arrivé aux alentours de 16h30 pour ces 2 premières journées de course. Et puis dimanche, un départ un peu plus tardif. La retransmission télé commencera à 15h45, donc 1 heure après, et une arrivée qui sera plutôt aux alentours de 17h. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!